Bonjour à tous, je suis Guillaume et je suis en charge du bureau français de Splio. On se présentera peut-être un peu plus à la fin s'il nous reste quelques minutes parce que je crois savoir que les personnes qui viennent à ce genre d'événement ne sont pas forcément trop friandes. Le prestataire vient pour se vendre, donc on va surtout parler de bocage et des choses qu'on essaie de faire ensemble. Donc moi je suis Olivier et je m'occupe de toute la partie digitale, CRM et service client pour Bocage. C'est un service qui a aujourd'hui un peu plus d'1 an. Alors, voici notre sommaire. On va discuter donc de l'évolution du CRM et de son évolution vers le CEM, la vision qu'on partage avec Bocage de cette thématique. Et s'il nous reste quelques minutes, on passera vraiment 2 petites slides sur ce que fait en particulier Splio. On va commencer par un petit peu d'histoire. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous présenter que le commerce est en train d'évoluer. Je pense que vous le voyez tous. Splio, nous, on est un éditeur de logiciels et on est particulièrement focus sur les sociétés qui sont dans le retail et la distribution. On voit ici en fait que depuis les années 70 jusqu'aux années 2000, le business n'a pas vraiment bougé très très vite. Il y avait la distribution classique, la communication par le print, pardon, excusez-moi, par la publicité télé, la radio, l'affichage dans la rue. Les choses n'ont pas vraiment évolué, donc les retailers étaient dans un aspect, on va dire, assez tranquille et les choses ne bougeaient pas très vite. À partir des années 2000, ça s'est beaucoup compliqué. Il y a eu l'arrivée d'Internet, des sites e-commerce, des réseaux sociaux, des smartphones, des tablettes. Les usages ont vraiment énormément évolué. Et donc, du coup, ça force nos amis retailers à devoir évoluer. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Aujourd'hui, vous devez faire face à 2 types de révolutions au niveau de vos clients. Une révolution qui est technologique. Aujourd'hui, ils sont au courant de tout le temps, très vite. Alors, en général, ils peuvent être parfois même plus au courant que vos vendeurs en boutique de ce qui se passe sur votre enseigne. Et également sociologique. Aujourd'hui, les clients ne veulent plus être considérés juste comme un individu banal, ils veulent vraiment être considérés comme une personne et avoir un discours qui est vraiment complètement dédié à eux. Et donc du coup, ça force vraiment les retailers à changer de positionnement et à évoluer donc du CRM qui est juste la prise en charge de la relation vers la prise en charge d'une vraie expérience à travers le on et le offline. Alors pour présenter rapidement Bocage. Donc Bocage, c'est une enseigne qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. C'est aussi surtout une enseigne experte dans la chaussure. Notre métier, c'est vraiment d'être chausseur. Bocage appartient au groupe Eram. Donc Eram, souvent, parle un peu plus que Bocage. Mais Bocage, bientôt, va prendre le dessus, évidemment. Donc en fait, Bocage est une marque qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. C'est une marque qui se veut dans la mode et qui travaille depuis 3 ou 4 ans sur un vrai repositionnement. Aujourd'hui, on a vraiment déjà enclenché un vrai virage sur ce positionnement. Et c'est une enseigne qui est née de la fusion de France Arnaud, que vous devez connaître certainement aussi, et de Bocage qui existait déjà. La première boutique Bocage est arrivée en 90, en même temps que France Arnaud. Ce sont 2 réseaux qui vivaient en parallèle. Et puis, il y a 3 ans, la décision a été prise de fusionner France Arnaud et Bocage et d'opérer une vraie renaissance de l'enseigne Bocage qui s'est repositionnée donc comme une petite marque française très ancrée dans la mode et qui a retravaillé l'ensemble de ses concepts, boutiques notamment, depuis 2012. Donc depuis 2012, on travaille effectivement à faire évoluer Bocage et à l'intégrer dans les repères de mode sur la chaussure. Et ça s'est passé donc du coup d'abord par la mise en place des nouveaux concepts en boutique depuis 2012. C'est un gros chantier qui nous a occupé jusqu'à... Enfin moi j'y étais pas, donc je dis nous, mais qui nous a occupé jusqu'à l'année dernière. C'est même pas encore totalement terminé. Et depuis donc 2014, l'équipe digitale est née au sein de Bocage pour développer tout ce qui avait été déjà enclenché côté réseau. L'idée pour Bocage est vraiment de se dire que
on était absent sur le digital, et tout le monde le sait, enfin, c'est même plus un sujet, mais que le digital ne pourrait pas exister sans le réseau, et que le réseau a besoin du digital pour continuer de grandir et d'évoluer. Donc il y a une vraie complémentarité sur les deux réseaux, et notre client est un client tout court, c'est pas un client web, c'est pas un client boutique, c'est un client. Donc on a besoin effectivement d'avoir une vraie vision de notre client, de qui achète des chaussures bocage, d'où ma présence et notre partenariat avec Splio. Tu peux revenir un petit peu avant, moi j'essaie de faire vite parce que c'est vrai que bon, je parle beaucoup. La page Facebook, c'était un peu plus tard, hein, mais c'est vrai que depuis 2014, on avance beaucoup. On a commencé par dédoublonner déjà France Arnaud, enfin les bases de données clients France Arnaud et Bocage avec Splio, histoire de parler d'une seule voix et d'avoir une vision unifiée de nos clients. 2015, en fait, on a lancé le site e-commerce, donc c'est tout récent. En mars 2015, on a lancé le site e-commerce avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire réseaux sociaux et surtout le service client. Et avec l'agence Soon? Avec l'agence Soon, évidemment. Et voilà, donc depuis cette année, en fait, on évolue sur le milieu du digital grâce à l'agence Soon. Tu peux avancer. Et Splio. Donc Bocage, on essaie d'évoluer, donc comme je le disais, et de vraiment très, très orienter histoire, d'être orienté à interaction avec nos clients. Et notre fil rouge depuis 2 saisons avec notre agence de communication est vraiment de parler et de créer de l'affinité avec nos clients. Donc vous voyez une petite présentation qui n'est pas très lisible ici sur le thème fil rouge qui est vos chaussures en disent long. Et vos chaussures en disent long, c'est notre fil rouge pour nos communications, comment on va développer nos prises de parole, mais ça s'intègre aussi très bien dans ce qu'on met en place derrière avec Splio et Soon pour connaître notre client, pour créer de l'interaction et pour avancer dans ce que tu vas présenter après. Voilà, bon, sur les campagnes, on fait des campagnes classiques de solde 1 avec Splio, donc tout ce qui est campagne de promotion, d'opération, mais aussi de contenu pour créer de l'interaction, et puis toutes les campagnes automatisées de bienvenue, d'anniversaire, de rétention client, de relance des inactifs. Voilà. Tout ce qui est de la gestion de campagne qui n'a rien de nouveau pour l'instant. C'est ça, mais on va essayer justement de faire un petit peu mieux et d'évoluer vers le CEM. Peut-être quelques derniers petits chiffres sur Bocage. Pour les chiffres aujourd'hui, depuis le lancement de l'activité e-commerce, on est depuis le mois de mars à 695 000 utilisateurs du site, avec une moyenne de 100 000 utilisateurs uniques par mois. Donc on voit bien l'effet chose addict et de récurrence de nos consommateurs, ou plutôt de nos consommatrices, puisque les femmes représentent 80% du chiffre d'affaires chez nous. On a, depuis le lancement du site e-commerce, en moyenne 15 demandes par jour, 15 demandes mail et téléphone, ce qui risque d'augmenter fortement quand on va commencer vraiment à travailler sur de l'acquisition de clients avec les campagnes de visibilité online. On est donc à 30% de taux d'ouverture sur nos campagnes en moyenne, donc tout confondu, que ce soit la thématique vos chaussures en disons comme les promotionnels, les opérations commerciales et autres, avec un taux d'ouverture de plus de 40% via le mobile, d'où l'intérêt de travailler sur nos prochains chantiers de responsive design et autres avec Splio. Ce qui se situe environ, nous si on fait une étude comparative de l'ensemble de nos clients dans la distribution, 40% c'est ce qu'on constate de façon classique, et les pointes sont environ à 50% pour des marques, on est à 35-40 pour des marques comme Bocage, et on peut monter jusqu'à 50 pour certaines enseignes. Ouais, je crois que c'est tout. Alors, l'idée c'est de montrer jusqu'où on va essayer d'aller maintenant avec Bocage, où on est aujourd'hui sur une gestion de campagne qui, même si elle a évolué, reste relativement classique, et j'ose espérer que beaucoup des personnes présentes ici sont déjà à ce niveau-là. Là, l'idée, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de voir qu'aujourd'hui, les sociétés sont à différents stades de maturité, entre de la gestion de campagne, du CRM, ou pourquoi pas, et ça c'est encore très rare en France, du CEM, qui est vraiment la gestion de l'expérience du client. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir toute une organisation et de mettre en place une solution qui est centrée sur l'utilisateur et sur le client. La première des choses à faire, c'est d'avoir en interne, d'essayer de casser
ce qui a régulièrement, parce que dans les années 2000, quand Internet est arrivé, tout le monde a créé sa division e-commerce, qui est en général, pour beaucoup de sociétés, l'ennemi de la division retail, parce qu'ils se prennent du business et c'est pas très bon. Et finalement, chacun parle d'une voix avec le retail ou le CRM qui va parler de son côté à son client, la partie web ou la partie e-commerce qui va parler à son client. Et tout ça, c'est pas forcément très bon, parce que l'idée, c'est de parler d'une seule et même voix à ses clients. Ce qui est aussi important, c'est d'essayer de réconcilier des informations qui ne sont pas forcément que faites par le central au niveau du siège, mais également avec la force de vente. Donc ça peut être les vendeurs ou ça peut être le service client qui, eux, sont en interaction directe avec le client final. Et donc le but, c'est de tout regrouper et de partager ça avec les différentes directions qu'on va trouver au sein de l'entreprise. Donc voici les différents stades de développement que nous on constate chez nos clients. Le premier, c'est la gestion de campagne classique, où on a vraiment un groupe d'individus à qui on envoie des campagnes, des messages. On n'a qu'une connaissance partielle. En général, c'est tout ce qu'on arrive à collecter sur le web. Donc, où est-ce qu'il clique, quand est-ce qu'il achète, mais des informations qui sont très, très liées au web. Et aujourd'hui, même si le web est extrêmement important, on voit bien que, enfin, en tout cas chez nos clients, c'est 90% du business, 95% du business se fait dans la rue et 5% en ligne. Par contre, on collecte énormément plus d'informations en ligne que dans les boutiques. Donc, l'intérêt de fusionner tout ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin, il est quand même relativement évident pour les retailers. Donc les différents stades d'évolution, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de terminer avec Bocage. On va se situer ici entre la gestion de campagne ou le CRM. Le CRM, c'est ce qu'on parlait, qui est, on va dire, un stade de maturité qui est assez classique chez les retailers, où on a un individu qui est dans un groupe, donc suite à une segmentation, une RFM, une PMG, où on a quelqu'un qui est dans un groupe et on fait un plan d'animation ou un plan contact qui est lié à ce segment. Et là, on arrive quand même à avoir des analyses qui sont relativement complètes sur j'ai envoyé une campagne, qu'est-ce que ça m'a rapporté comme chiffre d'affaires en boutique, ou quel est le ROI de cette campagne. L'idée, c'est maintenant d'évoluer vers le CEM et d'avoir un individu qui, lui, est identifié, d'avoir justement collecté les différents points d'interaction avec le client et de pouvoir justement anticiper son comportement, s'il y a un risque de churn ou de dépense, ou on sait que tel produit va être usé ou va être terminé si c'est des consommables, et de pouvoir lui envoyer le bon message au bon moment. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose sur le... Non, je crois que tu es assez clair. Donc comment on essaie de répondre à ça avec 3 offres, où en fait, on le voit ici, où c'est sur une partie de campagne où on a finalement assez peu de données, et on va avoir finalement peu d'informations à partager avec les entreprises. On accède au stade du CRM quand on commence à rentrer dans une partie de gestion de la fidélité ou du scoring qui permet de mesurer l'engagement qu'on va avoir avec des clients. Quand on parle d'un moteur de points, par exemple, qui est présent ici, qui est un module sur la suite CRM. Le moteur de points n'est pas forcément fait aujourd'hui pour faire du programme de feed. J'ai acheté pour 10 €, j'ai un point, au bout de 10 points, j'ai de la remise. L'idée, ça peut être aussi quelque chose qui peut être caché. Il y a aujourd'hui des grandes marques de luxe que tout le monde connaît et personne ne sait qu'il y a un programme de feed qui est dedans. Le but de ces moteurs, c'est juste de calculer un niveau d'engagement client et donc de pouvoir justement le récompenser ou lui donner accès à des services en fonction d'un score qu'il aurait pu atteindre. Et donc le dernier niveau, justement, c'est de réconcilier toutes ces données. C'est donc évidemment de collecter toutes les données au niveau du on et du off, donc de réconcilier les informations qui peuvent venir de la caisse et du site e-commerce, et de faire rentrer justement les informations qui peuvent venir du service client, et via la mise à disposition de tablettes, donc du clienteling, en entrée vers la base de données quand une personne n'est pas identifiée et qu'on la collecte en boutique, ou en sortie, de justement avoir des informations et de les pousser vers le clienteling. On parlait tout à l'heure d'anticiper. Si on voit qu'au service client, quelqu'un se plaint, n'est pas content ou donne des mauvais avis, ça peut être intéressant que ça remonte en centrale, que ça soit traité, que ça soit repoussé directement en boutique pour essayer de traiter cette problématique, essayer de garder son client heureux dans votre enseigne. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est donc de très vite passer de la gestion de campagne classique à cette notion de clienteling et de CEM, même si on va passer par le CRM, c'est une évidence. Faut que très vite on passe le cap d'après et qu'on soit dans le clienteling, dans l'interaction avec nos clients, dans la connaissance multicanal du client, savoir quel est son comportement au global et comment je le contacte au mieux, comment je suis le plus pertinent pour lui. Et surtout derrière, quels sont les outils que je vais pouvoir donner à nos conseillers de vente, que ce soit conseillers en boutique ou même sur le web, comment je vais leur donner les bons outils pour faire pour avoir la bonne approche client et en faire un vrai outil d'aide à la vente et de développement de l'enseigne. Alors l'idée, c'est évidemment, ces outils sont très bien, c'est
Après, ça ne remplace pas comme qui est la base. La base, c'est qu'il faut avoir des bons produits et surtout, il faut avoir des bons vendeurs. Donc, même si on leur met à disposition une tablette qui leur pousse les bonnes informations, ça ne fera pas tout. Donc, évidemment, comme ça, sur le papier, c'est très beau, c'est très joli, c'est très facile. En vrai, c'est quand même des projets qui sont très impactants à tous les niveaux de la société parce que sur la mise en place de ce type de solution, il faut constamment incentiver les vendeurs pour qu'ils l'utilisent. Donc du coup, ça représente un certain coût. Il y a souvent un turnover qui est relativement important, donc il faut continuer de les former. Donc c'est pas juste, c'est des projets qui se réfléchissent avec l'ensemble des directions de la société, parce que sinon ça sera un échec, les tablettes seront rangées sous la caisse et personne ne les utilisera. C'est des projets effectivement qui doivent être portés par la direction, qui nécessitent beaucoup d'accompagnement et de formation. Et qui doivent être déployés rapidement. Donc sur ce genre de sujet, en fait, il ne faut pas que l'outil devienne une contrainte, il faut que l'outil soit vraiment une force et que l'outil nous aide vraiment à atteindre cet objectif de façon assez souple, facile, flexible. Si l'outil devient une contrainte, quand on est dans un stade où on bataille avec l'outil, après il faut les former, les conseiller, c'est très compliqué. L'énergie, pour nous, en tout cas notre vision, c'est vraiment de concentrer notre énergie sur la formation de nos conseillers et l'appréhension des outils qu'on va leur donner. Donc on recherche des outils simples à mettre en place, donc un bon partenaire. J'espère que ça sera Splio. J'espère que tu n'as pas écouté ce que je viens de dire. Donc l'issue de la mise en place de ce type de solution, c'est vraiment de transformer chaque client en personne et chaque interaction en relation. On a souvent une petite comparaison ou métaphore qu'on aime bien citer quand on parle de cette phrase, c'est dire vous ne ressentez pas du tout la même chose quand vous faites vos courses dans la grande distribution que quand vous allez chez votre boucher qui est en bas de chez vous. Il vous connaît, alors c'est des choses qui sont toutes bêtes, c'est vraiment du commerce classique, mais il vous connaît, il vous appelle par votre nom, de temps en temps il va vous donner un petit cadeau, si c'est votre boulanger il va vous donner un petit pain, des petites chouquettes, le boucher va vous donner un petit morceau de saucisson, ce qu'il n'y a pas du tout dans la grande distribution. Donc le but c'est vraiment d'essayer d'humaniser le plus possible la relation entre vos vendeurs et les clients pour qu'ils se sentent vraiment chéris par la marque. Je ne sais pas s'il me reste quelques minutes. Ok. Donc en quelques mots, pour les personnes qui ne connaissent pas Splio, aujourd'hui on est environ 140 personnes présentes à travers différents pays. On travaille aujourd'hui avec 500 clients. Un point qui est relativement important, et je pense que ça va faire partie des débats d'ouverture qu'on a par la suite, c'est notre présence à l'international. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. C'est la présence en Chine. Aujourd'hui, il y a assez peu de prestataires qui sont présents en Chine. Et on voit bien que c'est un territoire de croissance qui est relativement important pour beaucoup de nos clients. Et avoir une présence là-bas, ça nous permet aussi d'emmagasiner du savoir sur des choses qui se passent là-bas et qui ne se passent pas encore en France. On voit par exemple l'émergence du réseau social WeChat qui est en Chine, qui est absolument tout puissant. Et tout se passe par là. C'est-à-dire que les programmes de fidélité sont gérés sur WeChat, les paiements sont gérés par WeChat, les gens parlent avec WeChat, les vendeurs échangent avec leurs clients par WeChat. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Donc peut-être que ça sera en France, ça sera plutôt Facebook qui fera ça. On ne le sait pas encore. Ça revient avec le début de la présentation qui était de dire les choses n'ont pas trop bougé pendant 50 ans. Là, aujourd'hui, ça se met à bouger très vite. On ne sait pas ce qu'il y aura demain. Donc il faut quand même rester souple et flexible par rapport aux nouvelles tendances qui vont arriver. Parce que sinon, les marques peuvent vite se retrouver dépassées. Quelques-unes de nos références, certaines sont présentes ici. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on n'a pas une attitude extrêmement agressive de croissance. Notre but, c'est vraiment de faire les choses bien et de conserver nos clients. On est comme sur un marché qui est assez dynamique, donc si on garde beaucoup de nos clients importants pendant très longtemps, c'est que j'espère en tout cas on est satisfait.